Le gâteau, c'est seulement pour la famille. Anya, il reste des biscuits d'hier dans le frigo, a souri ma belle-mère en servant une part à tout le monde sauf à moi. Ne fais pas de scène, c'est l'anniversaire de maman, a sifflé mon mari quand j'ai demandé pourquoi je n'avais pas de gâteau. Toute sa famille mangeait pendant que je restais assise, l'assiette vide. Puis je me suis levé. Et ce que j'ai dit a bouleversé leur monde. Le gâteau, c'est seulement pour la famille. Anna, ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Madame Véronica Miller a dit cela avec le plus doux des sourires, comme si elle me faisait une faveur. Elle venait de faire le tour de la table, tendant à chaque invité une part de son gâteau aux cerises à 3 étages qui coûtait $150. Elle avait mentionné ce chiffre au moins 4 fois ce soir-là. Thomas Miller, Lydia, Ryan et Olivia, l'oncle Peter, tout le monde en a eu une part. Tout le monde sauf moi. C'était comme si je n'existais pas à cette table de fête. Un silence gênant a envahi la pièce. Quelqu'un fixait son assiette. Un autre prétendait être fasciné par une serviette. Lydia, ma toujours adorable belle-sœur, a gloussé dans sa main. Et Ryan, mon mari, a simplement baissé les yeux et continué de piquer son gâteau avec sa fourchette. Silencieusement, comme toujours. Vous savez, quelque chose en moi s'est brisé pour de bon à ce moment-là. Je ne me suis pas levé de table, je n'ai pas couru à la cuisine, je n'ai pas fait semblant de m'en ficher. Je suis simplement restée assise, à regarder ces gens, la famille de mon mari, les gens pour qui j'avais été une servante, pas un être cher, pendant 5 ans. Et vous savez quoi? J'ai décidé que j'en avais assez. Mais pour que vous compreniez comment je suis arrivé là, il faut remonter 5 ans en arrière. Là où tout a commencé. À l'époque où je croyais encore à l'amour, à la famille et à un avenir heureux. Avant de continuer, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où nos histoires voyagent. Je m'appelle Anna. J'ai 32 ans, je suis spécialiste en marketing dans une grande entreprise à Chicago. Je gagne décemment ma vie et j'ai toujours été capable de subvenir à mes propres besoins. J'ai grandi dans une petite ville. Mes parents sont des gens ordinaires. Mon père travaillait dans une usine. Ma mère était infirmière. Ils m'ont appris des choses simples. Respecter les autres. Ne pas s'endetter. Et ne jamais laisser personne te marcher dessus. J'ai rencontré Ryan lors d'une fête d'entreprise pour l'un de nos clients. Il travaillait dans une société informatique. Confiant, drôle, attentionné. À notre premier rendez-vous, il m'a apporté des pivoines, mes fleurs préférées. Je les avais mentionnées en passant lors d'une conversation, et il s'en était souvenu. Ces petites choses vous conquièrent, n'est-ce pas? 6 mois plus tard, il m'a demandé en mariage. Bague romantique, restaurant sur le toit, les lumières de Chicago en dessous de nous. J'étais aux anges. Je pensais avoir trouvé l'homme avec qui je traverserais la vie, main dans la main. Les premiers signes avant-coureurs sont apparus quand j'ai rencontré ses parents. Madame Miller m'a accueilli avec un sourire crispé, me dévisageant de la tête aux pieds. Et la première chose qu'elle a demandé était, « Alors, que font vos parents ?» J'ai répondu honnêtement, « Mon père travaille dans une usine. Ma mère est infirmière. » Son sourire est devenu encore plus artificiel. « Eh bien, ma chère, le plus important est d'être une bonne épouse pour mon fils. » Monsieur Miller est resté silencieux toute la soirée, hochant la tête à tout ce que sa femme disait. Il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser qu'elle prenait toutes les décisions dans cette famille, et que son mari n'était qu'un spectateur silencieux. Lydia, la sœur cadette de Ryan, était beaucoup moins réservée. 30 ans, vivant toujours chez ses parents, sans emploi, mais toujours prête à apprendre à tout le monde comment vivre. Ce soir-là, elle a dit, Ryan aurait pu trouver quelqu'un de plus respectable, mais s'il t'a choisi, il doit voir quelque chose en toi. Eh bien, merci pour le compliment, je suppose. Ryan m'a défendu à l'époque. Il a dit à sa mère que j'étais son choix, qu'il m'aimait et voulait qu'elle me traite avec respect. Madame Miller a pincé les lèvres, mais est restée silencieuse. J'ai enfin senti que je pouvais respirer à nouveau. Je pensais que tout irait bien, que Ryan serait toujours de mon côté. Comme je me trompais. Nous avons eu un mariage modeste. Ryan et moi ne voulions pas trop dépenser. Mais Madame Miller a insisté pour une célébration en bonne et due forme. Au final, la moitié des invités étaient ses parents éloignés et ses amis que je n'avais jamais vus auparavant. Pendant la réception, elle n'arrêtait pas de se vanter de son merveilleux fils,
de son succès et de son intelligence. Elle ne m'a pas mentionné une seule fois. La première année de mariage a été relativement paisible. Nous vivions séparément, louant un petit 2 pièces en centre-ville. Ryan travaillait. Je travaillais. Le week-end, nous rendions parfois visite à ses parents pour dîner. Ce n'était pas agréable, mais supportable. Madame Miller trouvait toujours un moyen de me lancer des piques. J'étais trop maigre, ou mon rouge à lèvres était trop vif, ou je m'habillais bizarrement pour mon âge. Mais Ryan me défendait toujours, et je tenais bon. Puis les choses ont commencé à changer, lentement, presque imperceptiblement, mais sûrement. Au début, Ryan a commencé à rester tard au travail. Puis il a commencé à rendre visite à ses parents plus souvent pour aider son père avec des réparations ou apporter à sa mère quelque chose dont elle avait besoin. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. C'est comme ça. Le travail, c'est le travail. La famille, c'est la famille. J'ai grandi dans une famille où les gens s'entraident. Alors, je comprenais. Mais ce qui a commencé à me déranger, c'est que Ryan a cessé de me défendre chaque fois que Madame Miller faisait ses petits numéros, et ces numéros devenaient de plus en plus élaborés. Je me souviens d'un dîner du dimanche. Comme d'habitude, j'ai proposé d'aider en cuisine. Madame Miller m'a gracieusement autorisé à couper les légumes pour la salade. Lydia, pendant ce temps, se prélassait sur le canapé avec un verre de vin, faisant défiler Instagram. Quand j'ai eu fini et que je suis entré dans le salon, Madame Miller a dit assez fort pour que tout le monde entende, « Lydia, ma chérie, tu devrais aider aussi. Mais après tout, pourquoi t'embêter? Tu as des mains en or. Tu es destinée à de plus grandes choses. Et Anna, ça ne la dérange pas de travailler. Elle y est habituée. » Je me suis tourné vers Ryan, attendant qu'il dise quelque chose, n'importe quoi. Mais il a simplement haussé les épaules et s'est plongé dans son téléphone. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose se serrer en moi. Mais je suis restée silencieuse. Naïve que j'étais, j'espérais encore que ce soit temporaire. 1 an après le mariage, quelque chose s'est produit que je ne découvrirai que bien plus tard. Ryan a perdu son emploi. Il a été licencié, et pas discrètement, il y a eu un scandale. Il a volé de l'argent à l'entreprise, environ 15 000 $. Il avait pris des fonds destinés à un projet, pensant pouvoir les rembourser avant que quiconque ne s'en aperçoive. Mais ils s'en sont aperçus. Il a été licencié et menacé de poursuites judiciaires s'il ne remboursait pas l'argent. Et il ne m'a jamais rien dit, pas un mot. Chaque matin, il partait au travail, revenant le soir en me parlant de réunions et de projets. Je croyais chaque mot. Pendant ce temps, il gaspillait l'argent volé dans les jeux d'argent en ligne, essayant de le regagner. Bien sûr, il continuait de perdre. La dette a augmenté. Et qui la couvrait? Moi. Sans même le savoir, j'ai commencé à remarquer que notre argent disparaissait plus vite. J'ai besoin d'aider mes parents. Je dois acheter des pièces de voiture. Il y a cette facture inattendue. Ryan avait toujours une explication. Et je lui donnais l'argent parce que nous étions une famille. Parce que je gagnais bien ma vie. Parce que je pensais que nous étions dans le même bateau. Pendant tout ce temps, Madame Miller connaissait la vérité. Elle savait que son fils n'avait pas de travail et qu'il volait et jouait. Mais elle s'est tue. Pire, elle a continué à m'humilier, me traitant d'indigne, me comparant à Lydia, qui était si intelligente, si responsable. Lydia, qui à 30 ans vivait toujours chez ses parents, n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie et vivait entièrement à leur crochet. Je travaillais pour nous deux, du matin au soir au bureau, puis à la maison, cuisinant, nettoyant, faisant les corvées. Ryan a progressivement cessé d'aider, même pour les petites choses. Je suis fatigué. Je n'ai pas eu le temps. J'ai oublié. Et je continuais à lui trouver des excuses. Il travaillait si dur, pensais-je. Pauvre idiote que j'étais. Les dîners de famille chez les Miller sont devenus une pure torture. J'y allais comme une domestique. Mettre la table, nettoyer, faire la vaisselle, servir les invités. Madame Miller ne prenait même plus la peine de cacher comment elle me voyait. Anna, apporte les serviettes. Anna, réchauffe ce plat. Anna, essuie cette tache sur la table. J'étais invisible. Personne ne me demandait comment allait le travail, comment je me sentais, ou ce qu'il y avait de nouveau dans ma vie. Je n'étais pas une personne pour eux, juste du personnel.
Et Ryan restait silencieux. Il était assis là avec sa famille, riant de leurs blagues, approuvant sa mère, faisant semblant de ne pas remarquer comment il me traitait. Je me souviens d'un après-midi, tante Olivia, la sœur de Monsieur Miller, m'a dit tranquillement dans la cuisine, « Annie, tu es trop bonne pour cette famille. Ne les laisse pas te briser. » J'ai souri et j'ai balayé ça d'un revers de main. Je pensais que je pouvais gérer ça. Que l'amour et la patience l'emporteraient. Mais la patience s'épuise et l'amour meurt. Donc, me voilà, 5 ans après mon mariage, assise à table pendant le dîner d'anniversaire de Madame Miller. J'avais passé 4 heures à aider à mettre la table, à couper les légumes et à décorer les plats. J'ai souri aux invités, servi les apéritifs, versé le vin. J'étais la belle-fille parfaite, silencieuse, polie, invisible. Et voilà, devant moi, ce maudit gâteau à $150. Mon assiette vide parce que le gâteau était seulement pour la famille. Et apparemment, je n'étais pas de la famille. Et vous savez quoi? À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne voulais plus faire partie de cette famille. J'ai lentement levé les yeux et regardé Madame Miller. Elle était assise en bout de table, satisfaite d'elle-même, piquant un morceau de gâteau avec sa fourchette. Lydia lui a chuchoté quelque chose à l'oreille, et elles ont gloussé toutes les deux. Ryan continuait de fixer son assiette comme si elle contenait les réponses de l'univers. Madame Miller, ai-je dit calmement et clairement. La table s'est tue. Tout le monde s'est tourné vers moi. Dites-moi, pourquoi n'ai-je pas eu de gâteau? Elle a haussé les sourcils, faisant semblant de ne pas comprendre ce que je voulais dire. Eh bien, chère Anna, je l'ai déjà expliqué. Le gâteau est pour la famille. Tu comprends ça, n'est-ce pas? C'est symbolique. Une tradition. Une tradition? J'ai hoché la tête lentement. Donc, je ne suis pas de la famille, alors. Après 5 ans de mariage avec votre fils? Madame Miller a eu un rire gêné, cherchant du soutien auprès des invités. Oh, ma chérie, ne le prends pas personnellement. Il n'y avait tout simplement pas assez de gâteaux pour tout le monde. C'est tout. Pas assez, les jeux interrompus. Je vois bien que le gâteau est grand. Vous avez coupé 12 parts. Il y a 11 personnes à table. Le calcul est simple. Le silence est devenu pesant. Tante Olivia m'a fait un signe de tête approbateur mais est restée silencieuse. Les autres invités fixaient leurs assiettes. Ryan, je me suis tourné vers mon mari. As-tu quelque chose à dire? Il a levé les yeux vers moi. Ils étaient vides. Pas de colère, pas de tristesse, juste de l'épuisement, de l'indifférence. Anna, ne fais pas de scène. C'est l'anniversaire de maman. Ne fais pas de scène. C'est tout ce qu'il a pu dire. Et à cet instant, je l'ai senti. Toute la peur, tout l'espoir qu'un jour il m'accepterait, que Ryan se ressaisirait et deviendrait l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Tout a disparu. Seule une froide lucidité est restée. Vous savez quoi, Madame Miller? Je me suis adossé à ma chaise et j'ai souri. Vous avez absolument raison. Je ne suis pas de la famille. Je ne l'ai jamais été. Du moins, pas pour vous. J'étais l'aide non rémunérée. J'ai cuisiné, nettoyé, servi, toléré vos insultes. Savez-vous pourquoi je l'ai fait? Elle est restée silencieuse, les yeux pleins d'une colère à peine contenue. Parce que j'aimais votre fils. Parce que je pensais que nous étions une famille. Mais voici la partie amusante. Pendant que je m'épuisais au travail, votre précieux garçon était au chômage depuis une année entière. Tout le monde s'est figé. Ryan est devenu pâle. Anna, tais-toi, a-t-il sifflé. Non, Ryan, je ne me tairai pas. Il est temps de dire la vérité. Votre fils a été licencié il y a 1 an, dans la honte. Il a volé de l'argent à l'entreprise, $15 000, puis a tout perdu dans les jeux d'argent en ligne en essayant de se refaire. Devinez qui a payé les factures pendant toute une année sans même le savoir? C'est ça, moi. L'indigne Anna d'une famille simple. Madame Miller a ouvert la bouche, mais je ne l'ai pas laissé parler. Et vous, Madame Miller, vous saviez. Vous saviez que votre fils était un voleur et un joueur. Mais vous êtes restée silencieuse. Au lieu de ça, vous avez continué à m'humilier, à me comparer à Lydia, qui à 30 ans vit toujours au crochet de ses parents et n'a jamais rien fait de sa vie. Vous connaissiez la vérité, et pourtant vous avez continué à me rabaisser.
Pourquoi? Parce que je travaille? Parce que je n'appartiens pas à votre cercle de la haute société? Ce n'est pas vrai, a crié Madame Miller. Ryan, dis-lui qu'elle a tort. Mais Ryan est resté silencieux. Il était juste assis là, les yeux fixés sur son assiette. C'est vrai, a dit tante Olivia à voix basse. Véronica, tout le monde sait depuis un moment que Ryan est au chômage. Pensais-tu vraiment que personne ne le découvrirait? Les gens parlent. J'ai sorti une enveloppe de mon sac et l'ai posée devant Ryan. Ce sont les papiers du divorce. Je les ai déposés il y a 3 jours. Signe-les et je disparaîtrai de ta vie pour de bon. Vous pouvez faire la fête maintenant. L'indigne Anna ne déshonorera plus votre famille. Je me suis levé, j'ai pris mon sac et je me suis dirigé vers la porte. Derrière moi, le chaos a éclaté. Madame Miller criait. Lydia sanglotait. Les invités chuchotaient entre eux. Sur le seuil, tante Olivia m'a arrêté. Elle m'a serré dans ses bras et m'a chuchoté, bien joué. Il était temps. Reste forte, ma chère. Je suis sorti de cette maison et j'ai enfin respiré librement. Pour la première fois en 5 ans, j'ai eu l'impression de pouvoir vraiment remplir mes poumons d'air. Les jours suivants se sont déroulés dans un brouillard. J'ai emménagé chez mon amie Sophie, qui m'a donné sa chambre d'amis sans poser de questions et est simplement restée à mes côtés. J'ai pris quelques jours de congé maladie au travail, leur disant que j'avais la grippe. Comment aurais-je pu expliquer ce qui s'était passé? Que mon mariage s'était effondré là, lors d'une fête d'anniversaire, entre le gâteau et le café. Ryan n'a pas appelé. Pas une seule fois. Pendant les 3 premiers jours, j'ai continué à vérifier mon téléphone, attendant un message, des excuses, une explication, n'importe quoi. Mais il n'y avait que le silence. Il avait disparu de ma vie comme si ces 5 années n'avaient jamais existé. Le 4e jour, cependant, Madame Miller a appelé. Anna, nous devons parler. Sa voix était tendue, mais toujours pleine de supériorité. Tu as fait une scène à mon anniversaire. Tu as humilié notre famille devant tout le monde. J'exige des excuses. Je suis restée silencieuse, stupéfaite. Elle exigeait des excuses après tout ce qui s'était passé. Madame Miller, dis-je lentement, contrôlant ma colère. Êtes-vous sérieuse en ce moment? Absolument sérieuse. Tu as perdu le contrôle et dit des choses terribles sur mon fils. Oui, il a eu quelques problèmes au travail, mais ce n'est pas une raison pour le couvrir de honte publiquement. Tu es sa femme. Tu es censé le soutenir, pas en faire la risée de tous. Ex-femme, les jeux corrigés. Et vous savez quoi? Allez-vous. Je me suis arrêté, j'ai pris une profonde inspiration. Au revoir, Madame Miller. Nous ne nous reverrons plus. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Mes mains tremblaient. Sophie m'a apporté une tisane à la camomille. Elle ne changera jamais, a dit doucement mon ami. Les gens comme ça ne changent pas. C'est bien que tu sois parti. Une semaine plus tard, je suis retourné au travail. Mes collègues me lançaient des regards curieux. Apparemment, les rumeurs s'étaient déjà répandues, mais personne n'a posé de questions directement. Seul Max, le chef du département voisin du mien, est passé pendant le déjeuner. Anna, comment vas-tu? A-t-il demandé, s'asseyant sur le bord de mon bureau, étudiant mon visage. Je vais bien, j'ai essayé de sourire. Ça n'en a pas l'air, a-t-il dit gentiment. Écoute, je ne me mêle pas de ta vie personnelle. Mais si jamais tu as besoin d'aide, de soutien, ou juste de quelqu'un à qui parler, je suis là. D'accord? J'ai hoché la tête, sentant une boule dans ma gorge. C'est drôle comme des mots aussi simples pouvaient presque me faire pleurer. Peut-être parce que personne ne m'avait offert d'aide sans attendre quelque chose en retour depuis très longtemps. Merci, Max. Vraiment, merci. Il a hoché la tête et est parti. Et j'ai pensé, c'est comme ça que les gens normaux agissent. Avec gentillesse, sans manipulation ni condescendance. Quelques jours plus tard, Ryan a commencé à appeler. D'abord avec hésitation, puis de plus en plus insistamment. Je n'ai pas répondu. Puis sont venus les messages. Anna, nous devons parler. Tu ne peux pas simplement partir comme ça. Nous avons été ensemble pendant 5 ans. Est-ce que ça ne signifie rien pour toi? Je sais que j'ai eu tort, mais nous pouvons arranger ça.
Je lisais ses messages et ne ressentais rien. Pas de douleur, pas de désir, juste du vide. L'homme que j'avais aimé autrefois était parti. Et ce Ryan, celui qui écrivait ces messages pathétiques, était un étranger. Mais il n'a pas abandonné. Un soir, il s'est présenté devant mon bureau, attendant près de la porte. Je l'ai repéré de loin, voûté, pâle, portant une veste froissée. Quand nos regards se sont croisés, il a fait un pas vers moi. « Anna, s'il te plaît, écoute-moi. »« Non, Ryan. Je n'ai rien à te dire. Et tu n'as rien à me dire. Je changerai. Je trouverai un travail. Je vais. » Ryan, les yeux coupés. « Tu changeras. Vraiment? Tu m'as menti pendant 1 an. Une année entière. Tu as volé de l'argent, l'as joué au jeu pendant que je m'épuisais au travail. Tu es resté silencieux pendant que ta mère m'humiliait. Je me suis arrêté, réalisant que ça ne servait à rien. Tu sais quoi? Ça n'a pas d'importance. Signe simplement les papiers du divorce et laisse-moi tranquille. Mais je t'aime. A-t-il presque crié. Je l'ai regardé longuement. Non, Ryan, tu ne m'aimes pas. Tu aimes la commodité. Tu aimes que je travaille, cuisine, nettoie et reste silencieuse. Que je sois ta femme de ménage gratuite et ton distributeur de billets personnels. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est utiliser quelqu'un. Je me suis retourné et je suis parti. Il n'a même pas essayé de me suivre. Ce soir-là, tante Olivia a appelé. Sa voix semblait inquiète. Annie, comment vas-tu? Je vais bien, tante Olivia. Je prends les choses un jour à la fois. Écoute, je voulais te prévenir. Véronica a complètement perdu la tête. Elle appelle tous les parents qu'elle peut, essayant de les monter contre toi, disant que tu as détruit la famille, que tu es avide, que tu as essayé de prendre l'argent de Ryan. J'ai ri. Un rire sec et sans humour. Tante Olivia, laisse-la parler. La vérité finit toujours par éclater. Elle a déjà éclaté, a soupiré tante Olivia. La moitié de la famille connaît la vérité sur Ryan. Ils savent qu'il a été licencié, qu'il a volé de l'argent, et la plupart d'entre eux sont de ton côté. Oncle Peter a dit à Véronica en face hier qu'elle est celle qui a ruiné la vie de son fils. Qu'elle l'a élevé pour être faible et dépendant de sa mère. Comment l'a-t-elle pris? Elle a eu une crise de nerfs. A crié que tout le monde est contre elle, que personne ne comprend à quel point sa vie est dure. Tu sais, le drame habituel. Mais tiens bon, Annie. Tu es forte. Tu vas t'en sortir. Après avoir raccroché, j'ai pensé qu'elle avait raison. Je m'en sortirais parce que j'étais enfin libre. Libre d'une famille toxique, d'un mari faible, du rôle de victime dans lequel je m'étais laissé vivre pendant trop longtemps. Quelques jours de plus ont passé et quelque chose que je n'attendais pas du tout s'est produit. J'ai reçu un message d'une femme inconnue sur les réseaux sociaux. Salut, Anna. Je m'appelle Maria. Je suis une amie de Kate. Nous devons parler. C'est important. C'est à propos de Ryan. J'ai fixé le message pendant un long moment. Kate, j'avais entendu ce nom une fois de la part d'un des parents. Je crois qu'apparemment, elle était la collègue de Ryan, mais à en juger par le ton du message, elle était bien plus que ça. D'accord, ai-je répondu. Où et quand? Nous nous sommes rencontrés 2 jours plus tard dans un petit café du centre-ville de Chicago. Maria s'est avérée être une grande brune d'une 30aine d'années avec des yeux intelligents et sérieux. Elle a commandé du café pour nous deux et est restée silencieuse un moment, cherchant les mots justes. Anna, je ne sais pas vraiment comment dire ça, a-t-elle finalement commencé. J'ai longuement réfléchi à l'opportunité de m'immiscer dans la vie de quelqu'un d'autre, mais j'ai ensuite décidé que tu méritais de connaître la vérité. Toute la vérité. J'ai hoché la tête, serrant ma tasse de café. Je t'écoute. Kate, mon amie, travaillait dans la même entreprise que Ryan. Ils se sont vus pendant près d'1 an. Pendant que tu étais encore marié avec lui. Je m'attendais à entendre quelque chose comme ça. Mais quand même, les mots ont fait mal. C'est une chose de soupçonner, une autre de l'avoir confirmé. Continue, ai-je dit, en gardant ma voix stable. Kate pensait que Ryan était en train de divorcer. C'est ce qu'il lui avait dit. Que vous viviez déjà séparément, que ce n'était qu'une formalité.
Ils allaient au restaurant, au cinéma. Il lui offrait des fleurs. Il dépensait de l'argent pour elle. Ton argent, je suppose. J'ai hoché la tête en silence. Quand il a été licencié pour vol, Kate a été l'une des premières à l'apprendre. Et elle a rompu avec lui sur le champ. Elle ne voulait pas être avec un chômeur sans argent. Mais ce n'est pas le plus important. Maria a fait une pause, me regardant dans les yeux. Le plus important, c'est que Kate a récemment découvert autre chose. Ryan n'a pas seulement volé l'entreprise. Il a essayé de contracter un prêt à ton nom sans que tu le saches. Un frisson m'a parcouru le corps. Quoi? Il avait des copies de tes documents, ton passeport, ta carte d'identité. Il avait prévu de contracter un prêt de 50 000 $. Il voulait l'utiliser pour rembourser l'entreprise et se refaire au jeu, mais ils l'ont attrapé avant qu'il ne puisse le faire. Je suis resté là, sans voix. Il avait prévu de me mettre sur le dos une dette de 50 000 $ sans mon consentement. Comme ça, je ne l'aurais découvert que lorsque les agents de recouvrement auraient commencé à appeler. As-tu des preuves? Ai-je finalement réussi à demander? Maria a sorti son téléphone et m'a montré des captures d'écran d'une conversation entre Kate et Ryan. Tout y était. Il se vantait qu'il allait tout arranger, qu'il mettrait ça au nom de sa femme. Elle ne saura même rien. J'ai regardé les messages, sentant une fureur froide monter en moi. Pourquoi me montres-tu ça? Ai-je demandé à Maria. Parce que Kate se sent coupable. Oui, elle a été stupide de s'impliquer avec un homme marié. Mais quand elle a appris ce qu'il avait prévu de te faire, elle s'est sentie très mal. Elle m'a demandé de te trouver et de te prévenir, au cas où il essaierait encore quelque chose. J'ai hoché la tête, enregistrant les captures d'écran sur mon téléphone. Merci. Vraiment. Dis à Kate que je ne lui en veux pas. Rien de tout cela n'est de sa faute. Ryan est le seul à blâmer. Maria a eu un faible sourire mal à l'aise. Tu es forte. La plupart des gens ne géreraient pas ça aussi calmement. Je ne suis pas calme, ai-je admis honnêtement. Je suis furieuse. Mais j'en ai fini avec cette histoire. Je ne vais pas gaspiller une once d'énergie de plus pour quelqu'un qui ne le mérite pas, nous nous sommes dit au revoir, et j'ai quitté le café en ayant l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. À la maison, j'ai immédiatement vérifié tous mes documents. Heureusement, mon passeport et ma carte d'identité étaient toujours en place. J'ai quand même appelé la banque et demandé la confirmation qu'aucun prêt n'avait été contracté à mon nom. Dieu merci, rien n'avait été fait. La pensée qu'il avait réellement prévu de le faire n'arrêtait pas de me hanter. Le lendemain, je suis allé voir une avocate, une femme expérimentée d'une 50aine d'années. Elle a écouté attentivement mon histoire, puis a secoué la tête. Vous savez, des cas comme celui-ci ne sont pas rares. Les maris contractent des prêts au nom de leurs femmes. Les femmes font de même avec leurs maris. Vous avez eu de la chance de le découvrir à temps. Nous allons déposer une restriction pour bloquer toute transaction financière faite à votre nom sans votre présence. Et nous allons aussi accélérer votre divorce. Vous avez des motifs solides pour une résiliation unilatérale. J'ai signé tous les papiers, me sentant plus libre à chaque signature. Ce soir-là, Ryan m'a de nouveau envoyé un texto. Cette fois, son ton était différent. Anna, je sais que tu as entendu parler de Kate. Je suis désolé, j'ai été un idiot. Mais pouvons-nous réessayer? Je changerai. Je te le promets. J'ai fixé le message un instant, puis j'ai tapé ma réponse. Ryan, je sais plus que juste pour Kate. Je sais pour le prêt que tu as essayé de contracter à mon nom. Je sais que tu avais l'intention de me mettre sur le dos une dette de 50 000 $. Tu n'as pas seulement triché et menti. Tu étais prêt à détruire ma vie. Alors, non. Il n'y aura pas de seconde chance. Signe les papiers du divorce et disparais de ma vie. Sinon, je t'attaquerai en justice pour fraude. J'ai des preuves. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai bloqué son numéro. C'était tout. La fin. 3 jours plus tard, Ryan a signé les papiers du divorce. Pas de dispute, pas d'explication. Il les a simplement signés et les a renvoyés par l'intermédiaire de l'avocat. J'étais libre, officiellement et vraiment libre. Sophie m'a organisé une petite fête. Elle a acheté un gâteau, du champagne, invité quelques-uns de nos amis communs. Nous étions assises dans sa cuisine, riant, partageant des histoires,
et j'ai réalisé que c'était ça, une vraie famille. Pas les gens auxquels vous êtes liés par le sang, mais ceux que vous choisissez, ceux qui sont à vos côtés quand tout s'effondre, ceux qui célèbrent votre joie au lieu de la jalouser. La semaine suivante, Max est de nouveau passé à mon bureau. Nous avions déjà pris un café ensemble plusieurs fois pendant le déjeuner, parlant du travail et de la vie. Il était un bon auditeur, ne poussait jamais, ne jugeait jamais, il écoutait simplement. « Anna, j'ai une proposition à te faire », a-t-il dit en s'asseyant en face de moi. Une proposition de travail. Je t'écoute, ai-je dit, mettant mes papiers de côté. Nous ouvrons une nouvelle agence à Seattle. Nous avons besoin d'un chef du marketing. Le salaire est 30% plus élevé, et l'entreprise couvrira ton logement pour les 6 premiers mois. Tu as été la première personne à laquelle j'ai pensé. Je l'ai regardée, stupéfaite. Seattle. Oui, une nouvelle ville, de nouvelles opportunités, une nouvelle équipe. C'est peut-être exactement ce dont tu as besoin en ce moment. Un changement de décor. J'ai hésité. Quitter Chicago. Laisser derrière moi Ryan, sa mère, tous les souvenirs. Recommencer à zéro. Et toi? Ai-je demandé. Tu déménages aussi? Je superviserai l'agence de Seattle, en y allant toutes les 2 semaines, mais à plein temps? Non, je resterai à Chicago. Pour une raison quelconque, cela m'a un peu déçu, mais j'ai repoussé cette pensée. Donne-moi quelques jours pour réfléchir, ai-je dit. Max a hoché la tête et est parti. Et je suis resté là à penser, c'était peut-être ma chance de tout recommencer. J'y ai réfléchi pendant 3 jours. J'ai pesé le pour et le contre. Seattle signifiait de nouvelles personnes, de nouveaux défis, une nouvelle vie, mais c'était aussi l'inconnu. Recommencer à zéro est effrayant. Mais vous savez ce qui est plus effrayant? Rester au même endroit, regarder constamment par-dessus son épaule, avoir peur de croiser Ryan ou sa mère. Le 4e jour, je suis entré dans le bureau de Max, j'accepte, ai-je dit simplement. Quand est-ce que je pars? Il a souri, et quelque chose dans ce sourire m'a serré le cœur de la meilleure des manières. Dans 1 mois. Penses-tu pouvoir tout préparer d'ici là? Je me débrouillerai. Les semaines suivantes se sont écoulées dans le chaos. J'ai mis fin au bail de l'appartement que Ryan et moi partagions, j'ai fait mes valises, j'ai réglé les formalités administratives. J'ai appelé mes parents et leur ai parlé du déménagement. Maman a été contrariée au début, puis a dit, « Ma chérie, tu fais ce qu'il faut. Commence une nouvelle vie. Tu mérites d'être heureuse. » Papa est venu en voiture pour m'aider à emballer. En chargeant des boîtes dans la voiture, il s'est arrêté, m'a regardé sérieusement et a dit, « Anna, je suis fier de toi. Toutes les femmes ne trouvent pas la force de s'éloigner de quelque chose de toxique. Tu l'as fait. » Je l'ai serré dans mes bras, les larmes coulant sur mes joues. C'était ça, le vrai soutien. C'était ça, la vraie famille. Des gens qui ne vous rabaissent pas, qui ne vous jugent pas, qui vous aiment et croient en vous. 2 jours avant le déménagement, quelque chose de complètement inattendu s'est produit. La sonnette a retenti à l'appartement de Sophie. J'ai ouvert la porte et elle était là. Madame Miller, seule. Pas de M. Miller, pas de Lydia, vêtue d'un manteau cher, les cheveux parfaitement coiffés, mais son visage avait l'air fatigué, vidé. « Je dois te parler », a-t-elle dit au lieu de me saluer. J'ai eu envie de lui claquer la porte au nez, mais la curiosité l'a emporté. « Parlez. Faites vite. » Elle est entrée, regardant autour d'elle avec gêne. « Anna, je suis venu te demander de revenir. » Je n'ai pas pu m'empêcher de lui rire au nez. « Revenir à qui? À votre fils voleur et joueur ou à vous pour être à nouveau votre domestique? Ryan va changer, a-t-elle élevé la voix. Il a juste besoin de soutien et de stabilité. Tu sais qu'il a toujours été un garçon sensible. Le changement est difficile pour lui. Madame Miller, les jeux interrompus. Votre garçon sensible a 34 ans. Il est censé être un homme adulte. Mais vous avez élevé un fils à maman immature qui ne peut pas assumer la responsabilité de ses actes. Il a volé de l'argent, m'a menti pendant 1 an, m'a trompé, a essayé de me mettre une énorme dette sur le dos, et vous a laissé m'humilier chaque jour. Pensez-vous vraiment que je reviendrai à ça? Le visage de Madame Miller s'est tordu de colère. Tu es ingrate. Nous t'avons accepté dans notre famille,
même si tu n'as jamais été assez bien pour mon fils. Tes parents sont de simples travailleurs. Tu n'as pas de relation, pas de statut, et tu oses me dire comment élever mon enfant? La voilà, le vrai visage derrière le masque. Le masque d'une belle-mère gentille et attentionnée s'est envolé, ne révélant que de l'arrogance et de la méchanceté. Vous savez quoi, Madame Miller? Ai-je dit tranquillement mais fermement. Mes parents sont des gens simples. Mon père travaillait dans une usine. Ma mère était infirmière. Ils ne sont pas riches. Ils n'ont pas de manoir ni d'influence. Mais ils m'ont appris le respect, l'honnêteté et comment être indépendante. Ils m'ont appris que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son origine, mais à ses actions. Et vous? Vous avez élevé un menteur et un voleur. Vous avez brisé votre propre fils en cédant à tous ses caprices et en couvrant toutes ses erreurs. Et maintenant, vous vivez avec les conséquences. Alors, non, je ne vous dois aucune explication. Vous en devez une à vous-même. Madame Miller est devenue pâle, ses lèvres se sont serrées. Tu regretteras cette conversation, a-t-elle sifflé. Non, j'ai secoué la tête. Je ne regretterai rien. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas être parti plus tôt. De ne pas avoir mis fin à vos insultes il y a 5 ans. Mais vous savez quoi? C'était une leçon. Une leçon sur le genre de personne que je ne veux jamais devenir. Une leçon sur le respect de soi et sur le fait de ne jamais laisser les autres m'utiliser à nouveau. J'ai ouvert la porte. Au revoir, Madame Miller. Nous ne nous reverrons plus. Elle est partie, le menton haut, mais j'ai vu ses mains trembler. Peut-être que pour la première fois de sa vie, quelqu'un lui avait dit la vérité en face, et ça ne lui a pas plu. Sophie est sortie de sa chambre où elle était poliment restée pendant toute la scène. Eh bien, a-t-elle sifflé. Tu l'as juste anéantie avec des mots. Elle le méritait. J'ai haussé les épaules. Mais tu sais quoi? Je ne suis même pas en colère. Je ne la déteste pas. En fait, j'ai pitié d'elle parce qu'elle ne comprendra jamais qu'elle a ruiné la vie de son propre fils avec son contrôle et son arrogance. Et c'était vrai. Je ne ressentais plus de colère. Seulement le soulagement que ce chapitre de ma vie soit enfin clos. 2 jours plus tard, il était temps de partir. Papa a chargé mes boîtes dans la voiture. Maman m'a donné des tartes faites maison et des pots de confiture. Sophie a pleuré et a promis de venir me voir. Tu vas y arriver, m'a-t-elle chuchoté à l'oreille. Tu es forte. Tu iras bien. Je sais. J'ai souri à travers mes larmes. Pour la première fois, j'y croyais vraiment. Nous avons quitté Chicago tôt le matin. J'ai regardé par la fenêtre les rues familières s'éloigner derrière moi. C'est ici que j'étais tombée amoureuse, que je m'étais mariée, que j'avais souffert, enduré et craqué. C'est ici que je m'étais perdu, mais aussi où j'avais trouvé la force de dire « ça suffit » et de recommencer. Seattle m'a accueilli avec du soleil et une douce brise. La ville était belle, chaleureuse, différente. Personne ici ne me connaissait. Je n'avais pas de passé ici, seulement un avenir. L'entreprise m'avait loué un appartement en centre-ville. Il était petit mais lumineux et confortable. J'ai déballé mes affaires, j'ai placé une photo encadrée de mes parents sur la table de chevet, je me suis fait du thé et je me suis assise près de la fenêtre, regardant cette nouvelle ville. J'avais peur, mais c'était une bonne sorte de peur. Le genre qui précède le changement, la possibilité, pas la peur étouffante avec laquelle j'avais vécu pendant des années. Le lendemain, j'ai commencé à travailler. Le bureau était dans un immeuble moderne, l'équipe de 8 personnes jeunes, énergiques et souriantes. Ils m'ont accueilli chaleureusement, m'ont montré mon bureau, m'ont expliqué les projets. Seule une femme, un gars, la directrice principale, m'a regardé bizarrement avec un mélange d'irritation et d'envie. « Alors, c'est vous qui allez être notre patronne » a-t-elle dit avec un sourire en coin. Intéressant. Je me demande ce que vous avez fait pour mériter cette promotion. Vous devez avoir de bonnes relations, hein? J'ai rencontré son regard calmement. L'expérience, les résultats et le travail acharné, ai-je répondu. Si vous voulez, nous pouvons passer en revue mes projets et mes réalisations des 5 dernières années. Vous pourriez trouver cela intéressant. Ses lèvres se sont serrées et elle s'est détournée. Les autres ont échangé des regards approbateurs. Apparemment, un gars était connu pour semer la zizanie et tout le monde ne l'aimait pas. Mais cela n'avait pas d'importance.
J'avais survécu à Madame Miller pendant 5 ans. Je pouvais gérer une collègue jalouse. Le travail m'a complètement absorbé. Nouveaux projets, nouveaux clients, nouveaux défis. Je m'y suis jeté à corps perdu. Et vous savez quoi? J'ai adoré ça. Je me sentais valorisé, capable, respecté, pas une servante, mais une professionnelle. Le premier mois à Seattle est passé à toute vitesse. Travail, travail et encore travail. J'arrivais au bureau à 8 heures, je partais à 19 heures. Le week-end, je me promenais dans la ville, ses rues étroites, ses cafés confortables et son architecture ancienne. Seattle devenait lentement mais sûrement mon chez-moi. Un gars continuait d'essayer de me saboter, oubliant de transmettre les informations des clients, envoyant les mauvais fichiers par accident. De petites choses, mais agaçantes. Je ne l'ai pas confronté. J'ai simplement tout documenté. Tôt ou tard, cela se retournerait contre elle. Max venait toutes les 2 semaines pour 3 ou 4 jours. Nous passions beaucoup de temps ensemble à discuter de projets, de plans et de stratégies pour développer la nouvelle agence. Mais progressivement, nos conversations ont commencé à dépasser le cadre du travail. Après les heures de bureau, nous nous promenions dans les rues du soir, nous arrêtions dans des cafés, parlions de la vie, du passé, de nos rêves. Un soir, nous étions assis dans un petit restaurant sur la place du centre-ville. Le serveur nous a apporté du vin et des apéritifs. Max m'a regardé d'une manière qui a fait battre mon cœur. Quoi? J'ai souri. Quelque chose ne va pas? Rien ne va, a-t-il secoué la tête. C'est juste que tu as changé depuis le déménagement. Tu sembles plus vivante. Comme si tu pouvais enfin respirer. J'ai réfléchi un instant. Tu sais quoi, Max? Tu as raison. J'ai vraiment l'impression d'être revenu à la vie. À Chicago, j'étais toujours tendu, j'avais peur de croiser Ryan ou sa mère, d'affronter le passé. Mais ici, je suis libre. Je peux simplement être moi-même. Et qui est la vraie Anna, a-t-il demandé avec un sourire. J'ai ri doucement. Bonne question. Je commence seulement à le découvrir. Pendant des années, j'ai été la personne que tout le monde voulait que je sois. La femme parfaite, la belle-fille obéissante, l'aide pratique. Et qui suis-je vraiment? Je suis encore en train de le découvrir. J'aime l'Anna que je vois, a dit Max tranquillement. Forte, intelligente, n'ayant pas peur d'être honnête. Tu es spéciale. Quelque chose de chaleureux et d'inconnu a rempli l'air entre nous. Mon cœur a commencé à battre plus vite, mais des doutes se sont insinués. Et si je me trompais à nouveau? Et s'il s'avérait être comme Ryan? Anna, a dit Max, couvrant ma main avec la sienne. Je vois ce que tu penses. Tu as peur, et c'est normal. Après ce que tu as vécu, c'est normal. Mais écoute, je ne suis pas Ryan. Je ne resterai pas silencieux quand quelqu'un te fait du mal. Je ne t'utiliserai pas. Je veux juste être près de toi, si tu me le permets. J'ai regardé dans ses yeux gentils et sincères. J'ai besoin de temps, Max. Je ne suis pas prête pour une nouvelle relation. Pas encore. Je peux attendre, a-t-il souri. Aussi longtemps qu'il le faudra. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que je voyais enfin à quoi ressemblait un vrai homme. Quelqu'un qui ne met pas la pression, n'exige pas, ne manipule pas. Quelqu'un qui reste, tout simplement. Quelques semaines de plus ont passé. Le travail se passait très bien. L'agence obtenait de bons résultats, et je sentais que j'étais vraiment à ma place. Même un gars semblait s'être calmé. Peut-être avait-elle réalisé que je n'étais pas le genre de personne que l'on pouvait intimider. Puis un après-midi, alors que je travaillais sur une présentation, on a frappé à la porte. Lena, la secrétaire, a passé la tête avec une expression inquiète. Anna, il y a des gens qui veulent te voir. Ils disent qu'ils sont de la famille. Ils insistent pour te parler. Mon cœur a raté un battement. Qui? Un homme et une femme plus âgés. La femme a dit qu'elle s'appelait Veronica Miller. Oh, mon Dieu. Il m'avait trouvé ici, à Seattle. Dans mon nouveau monde, ma nouvelle vie. Je me suis levé et j'ai redressé les épaules. Laissez-les entrer, mais prévenez la sécurité. Si quelque chose se passe, appelez tout de suite. Lena a hoché la tête et est partie. Un instant plus tard,
Madame Miller et Ryan sont entrés dans mon bureau. Elle avait l'air plus âgée, plus fragile. Ryan avait encore pire mine, pâle, des cernes sous les yeux, sa chemise froissée et débraillée. « Que voulez-vous » ai-je demandé froidement, sans leur offrir de siège. Ryan a fait un pas en avant. « Anna, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai été un tel idiot. J'ai enfin tout compris. Je veux arranger les choses. Recommençons. » Non. Mais. J'ai dit non. Ryan, combien de fois dois-je le répéter? J'ai déménagé dans une autre ville pour tout recommencer, et maintenant tu te présentes ici en faisant une scène dans mon bureau. Te rends-tu seulement compte que tu me harcèles? Madame Miller a levé le menton. Nous voulons juste parler. Tu sais que Ryan ne peut pas vivre sans toi. Il ne trouve pas de travail. Il est. Madame Miller, les yeux coupés. Votre fils est un homme adulte. S'il ne trouve pas de travail, c'est son problème, pas le mien. J'ai passé 5 ans à porter votre famille sur mes épaules. J'en ai fini. Je ne suis pas votre femme de ménage et je ne reviendrai pas, mais tu es sa femme, a crié Madame Miller. Ex-femme. Nous sommes divorcés, officiellement, légalement. J'ai une nouvelle vie maintenant, et aucun de vous n'en fait partie. Ryan est soudainement tombé à genoux. Anna, je t'en supplie. Je changerai. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. La porte s'est ouverte brusquement. Max se tenait sur le seuil. Apparemment, il était arrivé plus tôt que prévu. Son expression était ferme, ses yeux froids. Que se passe-t-il ici? A-t-il demandé, fixant Ryan, agenouillé par terre. Max, c'est. J'ai commencé, mais il m'a fait taire d'un geste. Il s'est approché de Ryan, le regardant de haut. Levez-vous tout de suite et sortez, tous les deux. C'est un bureau, pas une scène pour un drame familial. Madame Miller a répliqué, indignée. Et pour qui vous prenez-vous pour nous dire quoi faire? Je suis le superviseur régional de cette agence, a dit Max d'un ton égal. Et je suis responsable de la sécurité de mon équipe. Si vous ne partez pas tout de suite, j'appellerai la sécurité et la police. J'ai toutes les raisons de le faire. Vous êtes entré dans un bureau privé sans permission et vous créez du désordre. Il parlait calmement, mais sa voix avait une tonalité d'acier. Ryan s'est relevé de ses genoux et m'a lancé un regard suppliant. Anna. Partez, ai-je dit, lasse. S'il vous plaît, partez et laissez-moi vivre ma vie. Madame Miller a attrapé le bras de son fils, le tirant vers la porte. Avant de partir, elle s'est retournée. Tu regretteras ça. Tu finiras seul. Personne ne voudra jamais de toi. Sortez, maintenant, a dit Max sèchement, s'avançant vers elle. Elle a tressailli et s'est tue. Ils sont partis. Je me suis effondré sur ma chaise, mes mains tremblant. Max s'est accroupi à côté de moi et m'a pris la main. Et, ça va. Ils sont partis. Ils ne t'embêteront plus. Je m'en assurerai. Je l'ai regardé à travers mes larmes. Max, merci. Merci d'être là. Je serai toujours là, a-t-il dit doucement, m'enlaçant. Toujours. Je te le promets. Et à ce moment-là, j'ai réalisé, oui, j'avais peur. Mais une vie sans risque n'est pas une vie. C'était peut-être le moment de tenter ma chance, sur moi, sur lui, sur nous. Après leur départ, Max et moi sommes restés longtemps dans mon bureau. Il a fait du thé, a trouvé une couverture dans la salle de pause et l'a enroulée autour de mes épaules. Il n'a pas insisté, n'a pas posé de questions inutiles, il est simplement resté à mes côtés en silence. Tu veux en parler, a-t-il demandé après un moment. Et je lui ai tout raconté, depuis le tout début. Comment j'ai rencontré Ryan. Comment je suis tombée amoureuse. Comment je suis lentement devenue une servante dans sa famille. Sur Madame Miller et son humiliation constante. Sur le vol d'argent de Ryan et le fait qu'il l'ait caché pendant 1 an. Sur Kate, la maîtresse. Sur le prêt qu'il a essayé de contracter à mon nom. Sur ce gâteau qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Max a écouté attentivement, sans jamais m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment. Mon Dieu, Anna, a-t-il finalement dit. Je savais que c'était grave, mais je ne réalisais pas à quel point.
Comment as-tu seulement survécu à tout ça? J'ai haussé les épaules. Je ne sais pas. Peut-être parce que je pensais que c'était ça, la famille. Le sacrifice, la patience, se plier pour plaire aux autres. Je croyais que si j'essayais assez fort, ils m'accepteraient. Mais je me trompais. Certaines personnes ne vous accepteront jamais parce que ce n'est pas à propos de vous. C'est à propos d'eux. Tu es incroyablement forte, a dit Max en me prenant la main. La plupart des femmes n'auraient pas eu le courage de partir et de tout recommencer. Avais-je vraiment le choix? J'ai souri faiblement. Rester et continuer à me perdre. Non, merci. Il est resté silencieux un moment, puis a dit, Anna, je veux te dire quelque chose, pour que tu comprennes. J'ai moi aussi connu ma propre sorte de douleur. Et j'ai aussi peur de la répéter. J'ai hoché la tête, en l'écoutant. Il y a 5 ans, j'étais en couple. Elle s'appelait Victoria. Nous étions ensemble depuis 3 ans, et j'allais la demander en mariage. J'avais acheté la bague, tout planifié. Une semaine avant, elle m'a dit qu'elle me quittait pour un autre homme, un type qui gagnait 3 fois ce que je gagnais. Elle l'a dit sans détour. Tu es un homme bien, mais je veux une vie meilleure. Je suis désolé. J'ai serré sa main. Ça fait tellement mal, Anna. Je me sentais insuffisant, comme si je n'étais pas à la hauteur. Je me suis plongé dans le travail, des heures, des jours, juste pour oublier. J'ai gagné plus d'argent, j'ai grimpé plus haut, mais à l'intérieur, il n'y avait rien. Je me suis promis de ne plus jamais faire confiance à personne. Que toutes les femmes étaient les mêmes, cherchant ce qu'elles pouvaient gagner. Mais tu as changé d'avis, ai-je demandé doucement. Oui, a-t-il hoché la tête. Quand je t'ai rencontré, quand j'ai vu comment tu travailles, comment tu traites les gens, comment tu te tiens après tout ce que tu as vécu, tu m'as prouvé que j'avais tort. Tu m'as montré qu'il y a des gens qui apprécient l'honnêteté et la gentillesse plus que l'argent et le statut. Nous nous sommes regardés. Quelque chose de non dit mais de puissant a rempli l'air. Max, j'ai peur, ai-je admis. Peur de faire la même erreur. Peur de finir dans la même douleur. J'ai peur aussi, a-t-il dit avec un doux sourire. Mais tu sais quoi? Nous avons tous les deux traversé l'enfer. Nous savons tous les deux ce que nous ne voulons pas. C'est peut-être exactement pour ça que ça pourrait marcher, parce que nous protégerons ce que nous trouverons. Il s'est penché lentement vers moi. Je ne me suis pas reculé. Nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser doux et prudent. Pas de pression, pas d'exigence, juste de la chaleur, de la compréhension et une promesse silencieuse. Quand nous nous sommes finalement séparés, j'ai chuchoté. Essayons, mais lentement, s'il te plaît. J'ai besoin de temps. Autant de temps que tu en as besoin, a-t-il murmuré en me tenant près de lui. Nous avons tout le temps du monde. Les mois suivants ont semblé être un rêve, un bon et doux rêve. Le travail était florissant. Notre agence est devenue la plus performante de la région. Mon salaire a été augmenté de 20% et j'ai enfin économisé assez pour un apport initial sur un petit appartement dans le centre de Seattle, mon propre chez moi, à moi seul. Pour la première fois de ma vie, j'avais une maison qui n'appartenait qu'à moi. Max et moi nous voyons souvent. Il a commencé à venir chaque semaine. Nous nous promenions en ville, dînions dans des restaurants confortables, allions au théâtre. Il m'a présenté à ses amis, des gens chaleureux et ouverts. Je l'ai présenté à Sophie, qui est venue me rendre visite. Elle m'a fait un sourire entendu et m'a chuchoté, accroche-toi à lui, Anna. C'est un vrai. Mes parents sont venus me voir aussi. Maman a pleuré des larmes de joie en regardant mon appartement, puis moi. Tu es radieuse, ma chérie, a-t-elle dit doucement. Tu es enfin heureuse. Et elle avait raison. J'étais heureuse, pour la première fois depuis des années. Un soir, tante Olivia a appelé. Sa voix portait un étrange mélange de soulagement et de joie. Annie, je voulais te raconter ce qui s'est passé ici, a-t-elle commencé. Après ce qui s'est passé à Seattle, Véronica et Thomas ont enfin commencé à réfléchir. Ryan a touché le fond. Il ne trouvait pas de travail. Il restait juste à la maison à jouer aux jeux vidéo. Et puis Véronica a réalisé que c'était elle qui l'avait rendu comme ça. Sérieusement? J'avais du mal à le croire. Oui. Peux-tu imaginer? Elle a commencé à voir un thérapeute. Thomas aussi.
Ils ont tous les deux commencé à travailler sur leurs problèmes. Même Ryan a commencé une thérapie. C'était difficile pour eux tous d'admettre qu'ils avaient tort, qu'ils avaient détruit à la fois ta vie et celle de Ryan. Je suis restée là, silencieuse, essayant de tout assimiler. Véronica m'a appelé récemment, a poursuivi tante Olivia. Elle m'a demandé de te dire qu'elle est désolée. Elle sait qu'elle a été une terrible belle-mère. Qu'elle t'a humilié, utilisé, traité injustement. Elle n'attend pas de pardon. Elle voulait juste que tu saches qu'elle comprend maintenant. Et pour Ryan, ai-je demandé tranquillement. Il a trouvé un travail. Pas un grand, mais un travail honnête. Il est toujours en thérapie, traitant ses addictions. Et devine quoi? Il a rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Nathalie, une enseignante douce et gentille. Elle n'est pas d'une famille riche, mais Ryan est tombé complètement amoureux d'elle. Et plus important encore, il la protège. Quand Véronica a essayé de faire une remarque désobligeante une fois, Ryan l'a arrêté. Il lui a dit qu'il ne laisserait plus jamais personne faire de mal à la femme qu'il aime. J'ai senti mon souffle se couper. Alors, il a vraiment changé. On dirait bien. Thérapie, travail sur soi. Ton départ a été son électrochoc. Il a enfin vu ce qu'il avait perdu et a décidé de changer. Je suis resté là, tenant mon téléphone, ressentant un étrange mélange d'émotions. Pas de colère, pas de douleur, juste du soulagement. Le soulagement que chacun ait enfin trouvé son propre chemin. Tante Olivia, s'il te plaît, dis-leur. Dis-leur que je leur souhaite le meilleur. Vraiment, j'espère qu'ils sont heureux. Je leur dirai, Annie. Et toi? Es-tu heureuse? J'ai regardé la photo sur mon bureau. C'était Max et moi, debout devant l'ancien hôtel de ville de Seattle, riant et nous tenant l'un l'autre. Oui, tante Olivia, j'ai souri. Je suis heureuse. Cela faisait 1 an que j'avais déménagé à Seattle. Une année qui a tout changé. J'étais assise dans un café confortable du centre-ville, sirotant un cappuccino et regardant la ville qui était devenue mon chez-moi. Le soleil couchant peignait les bâtiments en or. Les gens se dépêchaient. Des couples se promenaient main dans la main. Des enfants se poursuivaient avec des cornets de glace. La vie continuait. Une vie ordinaire, simple, belle. Mon téléphone a vibré. Un message de Max, sort. Surprise. J'ai souri, j'ai payé ma note et je suis sorti du café. Max se tenait près de la fontaine avec un bouquet de pivoine, mes fleurs préférées. Il s'en était souvenu, tout comme il se souvenait de tout ce qui comptait pour moi. Salut, ma belle, a-t-il dit, me tendant le bouquet et m'embrassant sur la joue. Max, tu viens de partir pour Chicago hier. Comment es-tu ici? Je suis revenu plus tôt. Je ne pouvais pas manquer aujourd'hui. J'ai cligné des yeux, confuse. Qu'y a-t-il aujourd'hui? Il a ri doucement. Anna, aujourd'hui marque exactement 1 an que tu as déménagé à Seattle, que ta nouvelle vie a commencé. Tu pensais que j'oublierais ça? Ma gorge s'est serrée. C'est ça, la vraie attention. Pas des cadeaux coûteux ou des grands gestes, mais se souvenir des moments qui comptent. Nous avons marché dans les rues du soir, bavardant sur le travail, les projets, les petites choses. Puis il s'est arrêté, a pris mes mains dans les siennes et m'a regardé droit dans les yeux. Anna, il y a quelque chose d'important que je veux te dire. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je ne te presserai pas et je ne te mettrai pas la pression, a-t-il dit. Mais j'ai besoin que tu saches que tu as changé ma vie. Tu m'as montré ce que signifie la vraie proximité. Le respect, la confiance et l'honnêteté. Tu m'as fait croire à nouveau aux gens. Et je t'aime. Je t'aime, tout simplement. Sans condition, sans attente. Des larmes coulaient sur mes joues. De bonnes larmes. Des larmes de bonheur. Max, je t'aime aussi. Et oui, j'avais peur. Je le suis encore. Mais tu m'as montré que l'amour n'est pas une question de contrôle ou d'humiliation. C'est une question de soutien et de respect, d'être soi-même et d'être aimé pour ça. Il a souri et a dit, oh, et j'ai une nouvelle. J'ai parlé au conseil d'administration. Je déménage ici de façon permanente. Je dirigerai tout le bureau régional. Je me suis figé. Sérieusement, tu déménages ici? Bien sûr, a-t-il dit en me serrant dans ses bras.
Ma vie est ici maintenant. Tu es ici. Pourquoi resterais-je à Chicago alors que tout ce dont j'ai besoin est à Seattle? Il m'a enlacé et nous sommes restés là, au milieu de la rue, sans nous soucier des passants. Deux âmes qui avaient traversé la douleur et s'étaient en quelque sorte trouvées. Vous savez à quoi je pensais à ce moment-là? Que parfois, il faut tout perdre pour se trouver. Parfois, il faut s'éloigner de ceux qui ne vous apprécient pas pour rencontrer ceux qui vous chériront. Parfois, il faut dire « ça suffit » et tout recommencer. Je me suis souvenu de cette soirée où Madame Miller ne m'a pas donné une part de gâteau. À l'époque, ça faisait mal. C'était humiliant et douloureux. Mais maintenant, je réalise que c'était un cadeau. Une dernière goutte qui a fait déborder le vase et m'a donné la force de partir. Sans ce gâteau, j'aurais peut-être continué à endurer. Continuer à vivre dans une relation toxique, perdant un peu de moi-même chaque jour. Mais ce gâteau est devenu un symbole. Un symbole que je n'étais pas de la famille pour eux. Et c'est très bien, car ils n'ont jamais été une famille pour moi. La famille n'est pas définie par le sang ou le mariage. La famille, ce sont les gens qui sont à vos côtés quand la vie devient difficile. Ceux qui célèbrent vos victoires, qui vous élèvent au lieu de vous rabaisser. Qui vous voient comme une personne, pas comme une servante. Ma famille maintenant, ce sont mes parents qui ont toujours cru en moi. Sophie, qui m'a ouvert sa maison quand je n'avais nulle part où aller. Tante Olivia, qui m'a soutenu quand tout le monde est resté silencieux. Max, qui m'a montré ce qu'est le véritable amour. Mes collègues qui sont devenus mes amis. Et cette ville, Seattle, qui m'a accueilli comme l'une des siennes. Et vous savez ce qui est incroyable? Je ne ressens aucune colère envers Ryan, Madame Miller, Monsieur Miller ou Lydia. Je leur souhaite sincèrement le meilleur, car ce sont des humains, eux aussi. Ils ont leurs propres blessures, leurs peurs et leurs défauts. Ils ont fait des choses blessantes, mais cela ne fait pas d'eux des monstres. Ils ne savaient tout simplement pas mieux faire. Et maintenant, comme me l'a dit Olivia, ils changent, vont en thérapie, travaillent sur eux-mêmes. Ryan a trouvé l'amour et apprend à être un vrai homme. C'est bien. C'est comme ça que ça devrait être. Tout le monde mérite une seconde chance, mais pas avec moi. Pas dans ma vie. Je leur ai donné 5 ans. C'était assez. Maintenant, j'ai une vie différente. Une vie où je suis valorisé, où je peux être moi-même, où je n'ai pas peur de dire ce que je pense, où je connais ma valeur. Parfois, des femmes m'écrivent sur les réseaux sociaux pour me demander des conseils, comment quitter des relations toxiques, comment trouver la force de tout recommencer. Et je leur dis toujours la même chose. Respectez-vous. Si vous n'êtes pas valorisé, partez. Oui, ce sera effrayant. Oui, ce sera difficile. Mais de l'autre côté de cette peur se trouve la vie. Une vie réelle, libre, heureuse. Parce que personne ne mérite d'être un serviteur dans sa propre maison. Personne ne mérite l'humiliation ou l'indifférence. Vous méritez l'amour, le respect et le bonheur. Et si les gens autour de vous ne peuvent pas vous donner ça, partez. N'attendez pas un signe. N'attendez pas qu'il change. Changez vous-même. Partez, vivez. J'ai regardé Max qui m'observait avec une telle chaleur dans les yeux. À quoi penses-tu? A-t-il demandé. À la chance que j'ai souri. Comment j'ai enfin trouvé ma maison? Pas dans un appartement, pas dans une ville, mais ici, ai-je dit, posant ma main sur sa poitrine. Dans ton cœur. Et tu resteras toujours ici, a-t-il chuchoté avant de m'embrasser. Nous avons marché dans les rues du soir de Seattle, main dans la main, parlant et riant. Juste un couple ordinaire profitant d'une soirée ordinaire. Et c'était parfait. Parce que le bonheur, c'est vraiment dans les choses simples, être aimé, être soi-même, être libre. Si cette histoire a touché votre cœur et que vous souhaitez nous aider à continuer de partager des histoires comme celle-ci, cliquez sur le bouton Super Thanks. C'est le petit cœur avec le signe $ sous la vidéo. Chaque fois que vous le faites, vous nous aidez à créer des histoires qui inspirent et rappellent aux gens leurs valeurs. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette histoire. Dites-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus ému. Était-ce la scène avec le gâteau ou le moment où Anna a finalement dit non? Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer de nouvelles histoires. Mettez un like à cette vidéo si vous croyez que chaque femme mérite le respect et l'amour et que personne ne devrait endurer l'humiliation au nom de la famille. Et avant de partir, jetez un œil à l'histoire que nous avons laissée ici à l'écran.
Nous sommes sûrs qu'elle touchera aussi votre cœur. N'oubliez pas, vous méritez le bonheur, toujours.